Mesdames et messieurs, bonjour et surtout bienvenue parmi nous dans le cadre de votre émission Entretien. Et nous recevons aujourd'hui Dr Silas Mimile Makangou. C'est un entrepreneur, pasteur, conférencier, auteur et homme d'église, membre aussi d'un cabinet de consultance dont vous êtes d'ailleurs directeur général International Leadership Institute et enseignant, professeur donc à l'Université de Pédagogie Nationale. Vous êtes doctorant en politique internationale, mais également en management. Plusieurs autres casquettes que nous aurons peut-être l'occasion de découvrir. Dr Silas Mimile, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nous sommes très heureux de vous recevoir, surtout en tant qu'écrivain. Nous allons parler avec vous de la République démocratique du Congo, un pays qu'on appelle émergent, jadis pays du tiers-monde, pays qui était d'ailleurs très développé au début, surtout aux années 60, après l'indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être avec vous? Nous allons faire une lecture un peu plus claire de cette situation qui crée de la confusion dans les chefs de Congolais, même le scandale géologique. Et à ce jour, il y a cette nécessité de construire une puissance en République démocratique du Congo. Pour quelle nécessité et quels sont les enjeux? Docteur Silas Mimile, vous ai-je assez bien présenté? Très bien. Je crois que l'essentiel a été dit. Au fur et à mesure que nous avancerons, les téléspectateurs découvriront ce que nous pensons, ce que nous avons comme philosophie, mais aussi qu'est-ce qui constitue notre narratif. Voilà. Docteur Mimile, en tant que pasteur, homme d'église, je rappelle d'ailleurs que vous êtes le pasteur titulaire de l'église Cité Rama. Cité Rama. Oui. En tant que pasteur, vous vous intéressez également à la politique, tout simplement comme un scientifique, ou bien vous voulez faire aussi de la politique comme un politique à temps plein? Non. Je ne veux pas, je n'ai pas l'ambition à ce jour de faire la politique à temps plein, mais de par ma fonction et ma posture de pasteur, je me vois dans l'obligation, pas de faire la politique, mais d'avoir quand même un regard assez attentif par rapport à la politique. D'autant plus que nous gérons deux individus dont les problèmes sont aussi tributaires à la qualité de la politique qui nous conduit. Sans être politicien, tout en étant apolitique, je pense qu'un pasteur sérieux devrait de temps en temps jeter un regard sur ce qui se passe dans l'espace politique, parce que c'est la politique qui nous tient en étau. Voyez-vous, j'ai souvent dit que l'Église est apolitique, mais le patriotisme est divin. L'Église doit rester apolitique, ne pas parler, ne pas relayer le message de quartiers généraux des partis politiques, mais l'Église a le devoir à la fois de donner l'exemplarité en termes de patriotisme, mais aussi d'encourager les enfants de Dieu à être de bons citoyens autant qu'ils sont de bons chrétiens. Et nous nous sommes documentés sur vous et d'où votre vision. Donc, il faudrait amener l'Église à la nation. Vous pensez que, d'après votre constat, l'Église est un peu absente? Ce n'est pas que ce soit un constat, ce n'est pas que ce soit dans le but de remédier à quelque chose qui manquerait, mais ça, c'est la vision de notre Église, parce que chaque pasteur a reçu de Dieu un appel, il a reçu de Dieu un mandat, il a reçu de Dieu une vocation spécifique. La nôtre consiste à amener l'Église vers la nation. Rappelez-vous que les chrétiens que nous sommes, la Bible nous définit comme étant le sel de la terre et la lumière du monde. Nous ne sommes pas le sel du ciel, nous ne sommes pas la lumière du ciel, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Notre terre, notre monde en premier, c'est d'abord la République démocratique du Congo. Nous avons quelque part aussi constaté une certaine léthargie ou encore une certaine démission civique dans les chefs de beaucoup d'enfants de Dieu qui, devenant chrétiens, voulant servir Dieu, s'est désolidarisé du sort de la nation, s'est désolidarisé de tout ce qui était séculier, sous prétexte que nous regardons vers le ciel, nous regardons vers Dieu. Et nous rappelons ici que même le Jésus qui nous a sauvés était aussi appelé Jésus de Nazareth. On dirait Jésus du Congo ou Jésus de Kinshasa s'il était congolais. Notre vision consiste à encourager les enfants de Dieu, à la fois à servir dans les sacerdoces, mais aussi de ne pas abandonner leur talent ou leur vocation séculière. Autant l'Église en a besoin, la nation en a aussi besoin. Le média, le plateau sur lequel vous et moi nous nous tenons aujourd'hui a été aménagé parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui n'ont pas négligé leur talent. Certes, ils nourrissent leur famille grâce à ce travail, mais nous en bénéficions aussi. C'est pour dire que notre vision consiste
à avoir dans l'Église des hommes qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui vivent partant de valeurs célestes, mais également qui contribuent aussi à l'émergence de leur société en contribuant grâce à leur talent, à leur savoir-faire, à leur savoir-vivre, et chacun dans le domaine qui est le sien. Ne pas placer vos talents, ne pas placer votre appel dans un tiroir sous prétexte que je suis devenu enfant de Dieu. Il ne faudrait pas que l'Église fasse manquer à l'État une main-d'œuvre combien importante. Aujourd'hui, nos églises, comme la République d'ailleurs, 75% de la population qui fréquente nos églises a moins de 30 ans. C'est une main-d'œuvre énorme. Pas seulement pour l'avancement du royaume de Dieu, mais aussi pour la construction d'une nation forte. Et pour cela, les pasteurs que nous sommes devrions amener les enfants de Dieu à comprendre que la spiritualité, lorsqu'elle atteint un niveau élevé, vous amènerait aussi à être patriote. C'est là où j'insiste par exemple sur le concept de la patriocratie, c'est-à-dire marcher et évoluer avec un regard patriotique, avoir un sens de redevabilité vis-à-vis de ces territoires dans lesquels Dieu nous a établis comme citoyens, les rendre meilleurs. Pourquoi pas accomplir ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, quand il a placé Adam dans le jardin d'Éden, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden et il lui a dit de les garder et de les cultiver. Nous avons pour vocation première celle de garder la terre, notre jardin que Dieu nous a donné, mais aussi celle de la transformer. Tantôt vous disiez qu'il y a eu des années vers les années 60, à l'aube de l'indépendance, nous étions un pays fort, un pays émergent. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous devons être autant nostalgiques pour regretter ce qui a été hier, ou bien nous devons offrir à nos enfants mieux que ce que nous-mêmes nous avons hérité de nos pères? Mais alors, comment est-ce que nous allons nous y prendre à ce jour? Parce que les indicateurs, souvent, sont au rouge en République démocratique du Congo, sur le plan social. À ce jour, c'est un secret de polichinelle. Même sur le plan militaire, notre armée semble reculer, peut-être un peu en difficulté de défendre l'intégrité territoriale. Sur le plan économique, la production même, est-ce que nous devons nous mettre au travail? Mais les gisements sont toujours là. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à émerger? Comment alors allons-nous devenir une puissance? Le général Charles de Gaulle disait, j'aime bien une de ses phrases célèbres qui disait « Tout tient grâce au leadership et tout tombe faute de leadership ». Les gisements peuvent être là, ils peuvent se multiplier autant de fois. Ce n'est pas parce qu'on a les gisements qui ne sont que de potentiel qu'on deviendrait une nation puissante. Parce que la matière première qui fait à ce qu'une nation devienne puissante, le premier facteur, voulais-je dire, c'est le facteur humain. Voyez-vous, quand je parle du facteur humain, je ne vois pas trop l'aspect démographique en termes de population, mais je vois beaucoup plus l'aspect qualitatif et non pas l'aspect quantitatif. Nous sommes nombreux, deuxième aujourd'hui après les Nigériens, avec un grand espace, deuxième après l'Algérie, mais ce sont des atouts qu'on ne maximiserait que lorsque nous allons nous doter d'un leadership véritable, un leadership conséquent, un leadership qui s'élève à la dimension de nos enjeux. Un leadership qui s'élève à la dimension de notre vocation en tant que pays. Et pour cela, ce leadership ne sera pas un don que la communauté internationale nous donne, mais c'est quelque chose que nous devons ériger nous-mêmes. Partant de quoi? Partant d'une véritable introspection. Nous remettre en cause. Sommes-nous fiers de ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Sommes-nous fiers d'être les pays les plus assistés par la communauté internationale? Sommes-nous fiers d'avoir l'armée la plus assistée? Sommes-nous fiers de vivre dans un pays où il y a 14 banques privées et aucune de ces banques n'est congolaise alors qu'elles sont toutes des banques étrangères? Sommes-nous fiers de produire autant de diplômés d'État et d'université sans que la situation s'améliore? Lorsque nous allons faire ce véritable diagnostic sans état d'âme, en toute objectivité, alors nous allons nous poser la question, que devrons-nous faire? Mais la question ne devrait pas directement être que devrons-nous faire, parce que aussi longtemps qu'on n'a pas diagnostiqué le véritable mal, nous allons apporter des pseudo-solutions. Et ces pseudo-solutions sont en elles-mêmes porteuses de germes d'autres problèmes plus graves. Je vous donne un exemple simple. Vous savez, nous avions été tous convaincus pendant un temps que le départ de Mobutu
nous introduirait dans la saison dorée, dans la terre promise. Nous avons scandé des camps lorsque Mobutu, le régime de Mobutu est tombé, mais nous étions tellement obnubilés, tellement ivres de cette aversion vis-à-vis du régime mobutiste que nous n'avons pas vu d'autre part ce qui arrivait. Pourquoi? Parce que nous, Congolais, nous aimons souvent l'automédication. C'est-à-dire, j'ai de la fièvre, ça doit être la malaria. Nous n'aimons pas les véritables diagnostics. Et c'est ce qui m'étonne souvent. Vous êtes sur un plateau de télévision, vous discutez en tant que scientifique. À peine vous commencez à établir votre problématique, et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais comment allons-nous faire si nous ne savons pas quel est le type de problème auquel nous faisons face? Alors, ce qu'il faudrait faire ici, c'est de pouvoir d'abord commencer à repenser l'homme congolais. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plus de 100 millions, selon les estimations, les dernières estimations, puisque ça fait très longtemps que nous avons eu des recensements. On estime à plus de 100 millions, certains vont même à 120 millions d'habitants. Ça, c'est un atout. C'est un potentiel énorme, surtout lorsque l'on considère la moyenne d'âge de cette population. Plus de 75% âgés de moins de 30 ans. Une main-d'œuvre extraordinaire. Mais la question n'est pas dans la quantité, la question est dans la qualité. Parce qu'en géopolitique, la population étant un facteur de puissance, mais elle devient réellement, elle est réellement un facteur de puissance si et seulement si cette population énorme est hyper qualifiée. Et la qualification de cette population nécessite à ce que nous mettions en place un système approprié, qui fait à ce que la population d'aujourd'hui passe par un rouage, par une sorte d'industrie de transformation pour finalement aboutir à ce qu'on appelle en économie le capital humain. Parce que lorsqu'une population est nombreuse, cela suppose des bouches à nourrir. Lorsqu'une population est nombreuse et que cette population à un niveau de patriotisme très faible, à un niveau d'attachement vis-à-vis des institutions et de la foi en son avenir très faible, cette population devient une pesanteur pour son propre pays. D'où il faudrait repenser l'homme congolais. Repenser l'homme congolais parce que le malheur du Congo, c'est l'homme congolais. Il faudrait avoir assez de courage pour le dire. Lorsque je l'ai dit, ça prouve que notre système éducatif, nos universités sont en inadéquation avec les véritables problèmes que nous rencontrons en tant qu'État, en tant que communauté humaine. Et pour cela, il faudrait que nous puissions construire des hommes achevés. Des hommes achevés dotés d'un savoir suffisant qui puissent faire à ce que les potentiels que nous avons dans le sol comme sur le sol soient changés en richesse. Et pour cela, vous devez savoir que l'on dit d'un peuple qu'il est intelligent seulement lorsque ce peuple a l'intelligence de son environnement et l'intelligence de ses ressources. Or, c'est là où aussi nous avons de la peine à faire preuve que nous avons ce savoir-là. Nous avons du mal à contrôler notre espace. On dit même que le Congo est trop vaste pour nous. Il suffit de voir les clivages qui existent entre l'Est et l'Ouest. Ça prouve à suffisance que ce pays est trop grand pour nous. L'intelligence de ses ressources. L'intelligence de ses ressources, cela signifie, monsieur le journaliste, qu'un peuple est dit qu'il est intelligent lorsqu'il a, premièrement, la capacité intellectuelle, technologique, scientifique, d'identifier les ressources qu'il a, d'extraire ces ressources, de les transformer, de les commercialiser, afin de se construire une puissance économique. Or, là encore, nous sommes absents. Et finalement, nous devons nous poser la question, à quoi servent nos universités, à quoi servent nos écoles si les plus grands entrepreneurs doivent être des étrangers et pourtant c'est nous qui constituons le marché de consommateurs. Ok, docteur Silas, vous avez ramassé beaucoup de choses, c'est vrai, je vous comprends, vous êtes un scientifique, vous en avez beaucoup à dire. J'ai perçu que vous avez évoqué un terme très important et qui revient toujours lorsqu'on fait un diagnostic de la situation en République démocratique du Congo, le terme leadership. Ouais. Pouvez-vous d'abord nous aider à avoir une bonne compréhension de ce terme? C'est quoi le leadership? Parce que je me rappelle lors d'un entretien avec un intellectuel,
il m'avait défini le leadership de manière simple. Il dit, bon, voilà, c'était une explication qu'il donnait. Lorsqu'on dit que nous avons un problème de leadership, il y a un manque de leadership, c'est que c'est une manière intelligente de dire tout simplement que les décideurs ne sont pas intelligents. Je crois que c'était trop brutal, trop sévère de sa part. Vous savez, le concept de leadership est un concept transversal. Il serait difficile aujourd'hui de le définir et avoir une définition acceptable de manière universelle. Ubiquiste, ce concept, et il faudrait aujourd'hui le définir selon le domaine dans lequel on se retrouve. Mais en tant que technicien, j'essaierai quand même de donner une définition qui nous mette tous ensemble. Et avant de donner la définition du leadership, laissez-moi faire comprendre le contexte. C'est que rien ne tient sans leadership et tout tombe faute de leadership. Une nation devient ce que son leadership est. Une nation ne court pas avec les prophéties. Une nation ne se développe pas avec les prières. Une nation se développe grâce à la qualité du leadership qui gouverne, qui décide, qui préside à sa destinée. Et ici, j'aime bien parler d'un leadership collectif et non pas d'un leadership messianique. Leadership messianique, c'est ce leadership qui est réduit à un individu, que l'on regarde comme étant le Moïse, comme étant le Messie, celui qui par un bâton magique fera changer toutes choses. Voilà. Non. Dans une société aussi plurielle comme la nôtre, aussi diversifiée, avec des problèmes aussi complexes, nous avons plus besoin d'un leadership collectif qui suppose que chaque domaine de la société ou de chaque secteur de la vie devrait avoir une classe d'élite, des hommes assez illuminés, des hommes assez intelligents. Lorsque je dis intelligent, je ne dis pas détenteur de diplôme, parce qu'on peut avoir l'un sans être l'autre. On peut être diplômé sans être intelligent, on peut être intelligent sans forcément être diplômé. Voilà. Alors, des hommes éclairés, des hommes assez épris du fardeau pour le bien-être collectif. Ce leadership se joue par orchestration. Vous qui êtes de la presse, ceux qui sont dans le domaine économique, ceux qui sont dans le domaine politique, ceux qui sont dans le domaine religieux, chacun de ces secteurs a besoin d'un leadership clairvoyant, un leadership responsable, pour qu'ensemble nous puissions converger vers un avenir radieux, vers un avenir meilleur. Et pour cela, je définis le leadership comme celui-ci, comme étant la capacité qu'a un homme ou un groupe d'hommes de prendre une vision qui au départ était censée être individuelle pour en faire une vision collective. C'est-à-dire, le leader, c'est aussi celui qui nous conduit là où il impulse. Il impulse et il nous conduit là où de par nous-mêmes nous ne serions jamais arrivés. Voilà. Le leader, c'est celui qui nous amène et quand nous y arrivons, nous nous disons de nous-mêmes, nous ne serons pas arrivés là. Vous allez continuer, docteur. Oui. D'où nous revenons encore à ce leader qui est l'exemple de Moïse, celui qui mène tout le monde, qui, de par un bâton magique, peut faire changer les choses. Puisque même si un Congolais a cette détermination de s'élever vers un niveau supérieur, mais l'homme est également un être biologique. Oui. À un certain moment, vous ne trouvez pas que si, au niveau des décideurs, il n'y a pas cette volonté d'amener les gens du moins-être au plus-être, cet homme qui avait cette détermination de s'élever risque justement, de par sa nature biologique, de se retrouver encore au bas niveau, se rétracter et en se rétractant, être découragé et amener avec lui tous ceux qui plaçaient leur confiance en lui. C'est justement tous les problèmes que nous avons. Le problème que nous avons en Afrique, comme au Congo, les dire ce n'est pas faire de la politique, les dire ce n'est pas m'attaquer aux dirigeants, c'est simplement un diagnostic le plus simpliste qu'il existe. Nous avons un problème sérieux, c'est un problème de leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est aussi l'exemplarité. Le leader n'est pas celui qui doit étouffer les autres, mais c'est celui qui plutôt crée de l'humiliation dans les chefs des autres. Travailler pour les rendre meilleurs. Parce que on reconnaît votre leadership lorsque la vision pour laquelle vous vous êtes battu peut survivre à votre tombe ou à votre mort. Un leader, on le reconnaît parce que même après lui, sa lutte peut continuer. Et comment est-ce que cela est possible? L'exemple de Lumumba. C'est l'exemple de Lumumba. Je prendrai l'exemple de Moïse. Les leaders devraient toujours se considérer comme étant celui qui indique la voie et qui va avec les autres. Mais le leader ne doit pas se considérer comme étant plus important que la destination. Voilà.
Le but ne doit pas être considéré comme étant plus important que la destination. Pour preuve, Moïse est mort dans le désert, mais ce n'est pas la terre promise qui est morte. Moïse est mort, Josué a continué et il a conduit le peuple dans la terre promise. C'est là où nos leaders devraient s'élever au-delà des discours militants, au-delà des discours partisans, comme l'a fait le président John Fitzgerald Kennedy, qui savait que le projet d'amener l'homme sur la Lune n'arriverait pas durant sa mandature. Mais cela ne pouvait pas l'empêcher de se projeter dans les 15, dans les 20 prochaines années pour dire « voilà notre rêve ». Et le problème avec le leadership africain que nous avons, c'est que ce sont des leaderships dont la vision se limite au quinquennat, se limite aux mandatures. Et ça, c'est malheureux, voyez-vous, c'est malheureux parce que, à la fois, nous voulons faire mieux, mais nous sommes presque bloqués par les hommes politiciens. Alors que ce dont nous avons, ce sont des leaders, des hommes d'État qui, eux, peuvent se projeter pour voir ce que sera les nouvelles générations, qui cherchent à entrer dans l'histoire par la grande porte. Le leader, c'est celui qui est détenteur d'une vision, et cette vision n'est plus la sienne, elle devient une vision collective. Regardez l'exemple de l'Éthiopie aujourd'hui. Vous n'avez pas aujourd'hui de poser la question à un Éthiopien, quelle est la vision de votre Premier ministre? Non. Parce que le pays en lui-même s'est choisi, s'est circonscrit une vision. Il a élaboré un programme. Et tous ceux qui vont postuler vont dire comment est-ce qu'ils comptent mettre en pratique un projet social national qui a été élaboré par l'intelligence nationale tout entière. Mais nous sommes encore au niveau de discuter sur la vision de X ou de Y. Okay. Et ça, c'est un sérieux problème. Voilà pourquoi toute la vie politique est réduite au discours politicien et partisan. Or, nous ne devons pas seulement faire preuve d'une démocratie, mais nous devons aussi être chantres de la patriocratie. Voyez-vous? C'est-à-dire placer la patrie au-dessus des partis politiques. Placer la patrie au-dessus de la tribu. Placer la patrie au-dessus des débats politiciens. Voyez-vous? Parce que nos enfants espèrent que nous méritons nos diplômes. Ils espèrent que ce pays, nous pouvons le rendre meilleur. C'est vrai, pour revenir à ce que disait votre ami, par rapport au leadership sur les incapacités qu'il déplorait dans le chef de nos dirigeants. Mais il ne faudrait pas seulement voir le personnel politique, parce que le mal congolais est tellement profond que s'il faudrait mettre quelqu'un sur le banc des accusés, il faudrait qu'il y ait aussi l'homme de l'église, il faudrait qu'il y ait aussi l'artiste, l'opérateur artistique, il faudrait qu'il y ait aussi les hommes des médias, mais seulement l'homme politique a une double responsabilité, parce que c'est lui qui a le pouvoir de puiser dans la caisse nationale pour financer. C'est comme ça que les grandes nations se sont développées. Les grandes nations, les États-Unis, la Corée du Sud, l'Inde aujourd'hui, la Russie hier, se sont développées parce que les politiques ont compris qu'une nation, c'est une mosaïque. Une nation, c'est un chantier à plusieurs étages. Il faudrait se rassurer que chaque acteur, dans les domaines qui est le sien, donne le meilleur de lui-même. Et il faudrait se rassurer que ces acteurs-là sont triés parmi les meilleurs d'entre nous. Voyez-vous? Merci, docteur. Lorsque je suis en train de vous écouter, je semble voir être décrit. C'est comme si nous parlions du surhomme. Est-ce qu'il s'agit du surhomme finalement? Non. C'est ce leader. Non, non, il n'a pas besoin d'être un surhomme. Il a besoin d'avoir autant de faiblesses que nous. Mais il a besoin d'être plus courageux que nous. Pourquoi d'être plus courageux? Parce qu'un leader doit être prêt à naviguer à contre-courant. Un leader doit surtout éviter ce que j'appelle le cimetière de la prospérité nationale. Pour les leaders, c'est quoi? C'est le populisme. Les leaders doivent accepter d'être impopulaires pour créer un avenir meilleur. Parce que le populisme, les djalelo, le militantisme sont ces choses qui nous ont amenés au bas de l'échelle. Et aujourd'hui, nous commençons à regarder les petits peuples comme s'ils étaient plus grands que nous. Simplement parce que nous nous sommes... Excusez-moi, nous nous sommes détruits dès l'intérieur. En tant qu'homme d'église, on peut résumer en disant que le leader doit être celui qui doit s'abaisser pour que la nation puisse croître. Non, non, on n'a pas besoin qu'il s'abaisse. Il doit rester grand. Il doit se surpasser. Il doit nous inspirer. Il doit donner à nos enfants et à nous-mêmes le goût, l'émulation d'être comme lui.
pour ne pas devenir un autre lui, mais comme lui. On voudrait qu'il nous séduise par son courage, Voilà. qu'il nous séduise par un discours qui ne nous plaît pas. Il n'a pas besoin de nous plaire, mais qu'il séduise notre intelligence, en nous faisant comprendre que vous n'aimez pas ça, mais c'est pour votre bien. On finira par l'aimer. Il n'a pas besoin qu'on l'acclame, le leader dont je parle ici. Il a besoin de transcender les clivages politiciens. Il a besoin de transcender les dialectes, les clanismes, les tribalismes et consorts. Il a besoin d'être un homme qui peut chapeauter les 450 ethnies. Autant de critères, docteur Silas. Mais lorsque nous lisons La République de Platon, lui, il a été plus précis. Et finalement, après avoir donné tous ces critères, il a commencé à analyser qui doit finalement alors diriger la cité, qui doit diriger la République. Jusque finalement, il parvient à la conclusion selon laquelle la République doit être dirigée par le sage. Et vous êtes un écrivain. Vous, plusieurs milliers d'années après Platon, quel sera le profil de la personne qui doit... Il doit être sage, John. Il doit être sage. Il doit être sage. Il doit être sage pour écouter ses conseillers et faire ce qu'il pense être bon et juste. Il doit être sage pour savoir avec qui travailler. Le président John Fitzgerald... Vous êtes platonicien alors? Non, je ne suis pas platonicien. Je suis juste quelqu'un épris du bon sens. Oui. Je ne suis pas platonicien, je suis juste quelqu'un épris du bon sens. Je suis juste quelqu'un qui Vous pensez donc pour que notre République démocratique du Congo soit vraiment gouvernée, pour que nous puissions aspirer à cette puissance dont nous rêvons tant, il faudrait que le sage se dirige. Il faudrait qu'il soit quelqu'un de sage, quelqu'un qui jouit d'une certaine probité morale. Je ne parle pas d'un ange, je ne parle pas d'un saint. Oui, je parle de quelqu'un qui crée en nous l'émulation, quelqu'un qui par son abnégation, par son discours, on peut lui faire confiance, on dit nous sommes prêts à mourir non pas pour toi, mais pour la cause dans laquelle tu t'es investi. Nous sommes prêts à mouiller nos maillots, nous sommes prêts à regarder dans la même direction que toi. Et tout cela, mon cher ami John, ce sont des choses qui se travaillent, ça se développe, voyez-vous. Et ici, les leaders dont nous parlons, détrompez-vous, que les téléspectateurs se détrompent, on ne parle pas du numéro 1, on parle de quiconque a une parcelle d'autorité. Justement. Tant au niveau des entreprises publiques, tant au niveau de gouverneurs, au niveau des provinces, voulais-je dire, même au niveau ecclésiastique. Nous avons besoin de leaders qui se riches en modèles. Des gens qui ont compris que le matériel est une nécessité pour accomplir ce que nous sommes assignés comme mission. Mais le matériel n'est pas le but pour lequel nous avons été nommés, pour le but pour lequel nous avons été élus, le but pour lequel nous avons été choisis. Laissez-moi dire une chose très importante. Nous avons souvent tendance à croire que les leaders, c'est le super-homme qui serait parachuté. Non, je vais ici recourir à ce que disait Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville disait que dans une communauté, avec ou sans démocratie, le peuple a les dirigeants qu'il mérite. Ça signifie quoi? De la démocratie américaine. Voilà, très bien. Il dit, vous avez les dirigeants que vous méritez. Ce qui suppose que nos dirigeants sont notre émanation. On ne peut pas se plaindre toujours de nos dirigeants lorsque nous-mêmes nous ne voulons pas changer. Mais le changement ne viendra pas non plus de la base. Le changement doit être impulsé par l'élite, par l'intelligentsia, par ces petits groupes, ok? Par ces petits groupes qui doivent donner l'exemple pour que réellement nous puissions vivre c'est à quoi nous avons espéré depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire un Congo fort au centre de l'Afrique. Cela doit être le chantier des uns et des autres, peu importe dans quel secteur on se trouve, dans les secteurs politiques, dans les secteurs médiatiques, dans les secteurs religieux, et ainsi de suite. Chacun de nous devrait se battre pour apporter sa pierre de contribution dans l'érection d'un État puissant. Docteur, à vous entendre parler, vous êtes séduisant, comme tout scientifique, comme tout intellectuel congolais. Mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte, à l'instar de nous tous, que l'intellectuel congolais a démissionné? Il ne fait pas sa part de choses. Vous avez parlé des professeurs, non, vous avez parlé des pasteurs au début d'émission, des hommes d'église, mais il y a aussi les intellectuels. L'université ne joue pas son rôle. En début d'émission, vous avez évoqué les problèmes des choix. Les choix
que les choix pour lesquels nous optons déterminent aussi ce que nous allons devenir. Oui. Par exemple, pour se constituer une puissance, il y a aussi les relations ou bien les accords que nous signons avec certains partenaires. Oui. Lorsque la République démocratique du Congo opère certains choix, lorsque ceux qui sont en train de diriger le pays opèrent certains choix, l'université ne s'exprime pas. L'intellectuel ne s'exprime pas. Mais justement parce que l'université a démissionné de sa vocation, elle a trahi sa vocation, celle de donner à la République des intellectuels. L'université s'est contentée de donner à la République des universitaires. On ne développe pas un pays avec les universitaires. Un pays a besoin des gardiens du temple. Un pays a besoin des sages. Et ces sages-là, ce sont des intellectuels. La question qu'il faudrait se poser, est-ce que nous avons assez d'intellectuels? Parce que j'estime, à mon avis, à mon humble avis, que la crise, la panne que le Congo connaît est avant tout une panne d'intellectuels. Ils sont très, très faibles en nombre, mais aussi le niveau de lucidité et d'illumination est très faible, parce que quand on dit intellectuel, ça fait d'abord, étymologiquement parlant, l'origine c'est lumière. C'est-à-dire ceux qui sont détenteurs d'une certaine lumière. Et lumière ici signifie connaissance, pour ne pas aller dans les... Sinon on risque de croire qu'on parle de lumière, va et va. Nous sommes dans un pays très religieux. Alors, ils sont très faibles en nombre. Mais aussi, les gouvernants, depuis le colonisateur, s'est arrangé à les paupériser, à les faire vivre dans une précarité, pour empêcher à ces intellectuels de faire usage de leur cerveau. Et ainsi, nous avons affaire à des intellectuels qui font plus mouvoir leurs sentiments et leurs émotions par instinct de survie, parce qu'ils doivent manger, justement, ils doivent payer le loyer, voilà, et ne pas réfléchir comme il se doit. Il n'y a aucun problème que le Congo rencontre qui ne puisse pas trouver des solutions par les fils du Congo. Pourquoi nous attendons l'extérieur trouver des solutions à nos problèmes? C'est justement parce qu'on a congédié nos intellectuels. Il suffit de regarder l'écart qui existe entre le monument que touche un député et ce que touche son professeur qu'il a formé à l'université. Le professeur est aux alentours de 2000 $, au taux de, je crois, de 14, si je ne m'abuse pas. Mais les députés touchent 21 000 $, selon ce que nous apprenons. Voyez-vous? C'est-à-dire, la clochardisation de l'intellectuel amène le pays dans une sorte d'enfer, une vie infernale. Et pour cela, il faudrait maintenant penser comment émanciper l'intellectuel congolais. Comment donner l'occasion à l'intellectuel congolais de pouvoir penser. Parce qu'un intellectuel doit pondre des idées. Un intellectuel est même capable de créer un simulacre de problème et en même temps proposer la solution. Avec la perspective qu'un problème semblable pourrait apparaître de même. Mais comment voulez-vous que l'intellectuel puisse agir de la sorte, puisse travailler comme il se doit, faire bénéficier à la République de son intelligence, si ces intellectuels sont inondés par des gens, les termes seraient peut-être trop sévères, c'est-à-dire l'émancipation du Congo, l'émergence du Congo commencerait aussi lorsqu'on mettra en place des cadres de réflexion, où les intellectuels peuvent réfléchir. Mon cher ami, les nations que vous voyez aujourd'hui émergeant n'ont pas émergé par miracle. D'abord parce qu'il n'y a pas un miracle qu'on appelle émergence. Il n'y a pas un miracle qu'on appelle de développement. Et c'est par le travail. C'est par le travail. Mais quel type de travail? C'est un travail pas justement parce que vous suez, simplement parce que vous transpirez. C'est un travail pensé en amont. Nous devons définir ce que nous voulons être comme peuple. Voilà. Nous devons nous poser la question, qui sommes-nous, Congolais? D'où venons-nous et où allons-nous? Nous devons laisser les intellectuels parler. Et pour cela, les dirigeants politiques devraient procéder à ce que j'appelle un smart casting. Smart casting est un terme hollywoodien
qu'on emprunte aujourd'hui dans le management des nations pour parler d'un recrutement intelligent. C'est-à-dire quoi? Nous avons un problème. Le problème, c'est que nos dirigeants politiques ne recrutent que dans les partis politiques. Ne recrutent que dans les regroupements politiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de savants là-bas. Mais il ne faudrait pas donner l'impression à l'universitaire congolais qui vient de terminer ses études que pour servir la République, il faut nécessairement qu'il passe par un parti politique. Mais c'est ce que c'est fait, malheureusement. Malheureusement. Qu'il fasse les dialogues à l'autorité morale, et ainsi de suite, soutenir l'insoutenable, faire l'apologie du non-sens en étranglant les bons sens, et pour qu'à la fin, il se retrouve envoyé cadre dans telle entreprise publique, ou même nommé mandataire ou ministre. Ça, il faudrait laisser. Il faudrait que l'intellectuel congolais se dise, j'ai quelque chose à offrir. Il faudrait que sa voix soit recevable, soit audible. Donnez-lui les moyens et l'intellectuel vous aidera à devenir une nation puissante. Mais si on continue à museler socialement l'intellectuel, on est en train de condamner la nation à la domination des nations environnantes et même des puissances étrangères. Pour cela, construire la puissance voudrait aussi dire donner de la voix à l'intellectuel. L'intellectuel... En quoi faisant pratiquement? En quoi faisant... Le cas d'espèce en République démocratique. Les cas d'espèce, par exemple, sortir l'universitaire congolais, sortir l'intellectuel de cette paupérisation, de cette précarité qui aujourd'hui caractérise. Regardez, vous savez qu'en 2006... En le rémunérant décemment, lui remettant ses primes de recherche... dans les collines inspirées et ne viennent pas faire l'assistant d'un député à l'hémicycle. Très bien. Ça, c'est un suicide national. Lorsque dans un pays, déjà qu'on a un nombre très faible de professeurs, parce que pour l'UNESCO, les normes pour l'UNESCO, c'est un professeur d'université pour 20 étudiants. Nous, aujourd'hui, nous allons aux alentours de 1800 professeurs, ce qui équivaut à un professeur pour 600 et quelques étudiants. Et déjà, ce professeur-là, par instinct de survie, se voit séduit et obligé de quitter les auditoires pour venir et aussi postuler, aller à la législature, ainsi de suite. Ce qui signifie que demain, nous allons vider ce milieu de savants pour nous retrouver dans un milieu où le mot d'ordre c'est Kumisa, 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 Pobape Sayo. En quoi faisant? En donnant l'exemple par l'intellectuel lui-même, qui devrait penser l'avenir, qui devait réfléchir au-delà de sa ceinture, qui ne devait pas se rabaisser sous ses reins, qui devait penser les 30, les 50, qui devait penser l'héritage, des legacy. Qu'est-ce que nous allons laisser à cette nation? Il n'y a pas de domination politique, militaire, diplomatique, économique et même culturelle si cette domination n'a pas été l'objet des réflexions intenses dans un cadre donné. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons l'impression que nos dirigeants ne veulent pas écouter les savoirs. Ils ne veulent pas écouter l'intelligence. Ils veulent plus écouter les choses qui vont dans le sens de la sublimation de l'être de l'individu, de la sublimation de ce qui est au lieu de travailler pour ce qui devrait être. Repenser notre système éducatif. Contextualiser, comme je l'ai dit, tropicaliser notre enseignement. L'enfant congolais n'a pas besoin d'apprendre tout ce qu'il apprend. L'universitaire congolais n'a pas besoin d'être expert dans tous ces secteurs auxquels il s'adonne. Il a besoin d'apprendre ce qu'il faut pour que cette nation se développe. Pourquoi? Parce que l'école et l'université ont pour vocation de répondre à un seul besoin. Le besoin de apporter des solutions aux problèmes que la communauté nationale rencontre. Ce qui signifie, l'école, c'est la réserve. L'université, c'est la boîte à outils pour résoudre les problèmes que nous rencontrons sur le plan de la géopolitique,
sur le plan du droit, sur le plan ainsi de suite. Repensez cela. Arrêtez de diaboliser l'intelligence parce que j'ai comme l'impression que dans ces pays, nous faisons la guerre pas seulement aux Rwandais, mais nous faisons même la guerre à l'intelligence. C'est-à-dire, nous faisons la guerre à l'objectivité. Nous faisons la guerre à la pensée. Nous faisons la guerre au bon sens. Nous faisons la guerre à tout ce qui s'élève au-dessus des sentiments et émotions. Nous faisons la guerre à tout ce qui doit être, tout en nous contentant de ce qui est. Et pourtant, ce qui est ne fait que nous fragiliser parce qu'il ne nous renforce pas. Une sorte de promotion de la culture de la médiocrité. La culture de la médiocrité, la culture de la chance lokopamba. Voyez-vous, la culture de la recommandation. Ce sont ces choses ici qui nous détruisent en interne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas construire en relation internationale une puissance en externe si en interne il y a trop de fragilité. Parce que toutes ces incohérences internes, toutes ces guerres, toute cette absence de paix et de prospérité, cette médiocrité qui s'élève au milieu de nous, fait à ce que les autres nous regardent avec dédain. Que les autres se disent, on peut aller, on va commencer une 15e banque étrangère et même quand on arrivera à la 20e banque privée d'origine étrangère, et ils n'auront toujours pas une banque à eux. Et ils vont se contenter d'avoir des partis politiques, et ils vont se contenter d'avoir des églises, et ainsi on continuera à les mater. Pour cela, il faudrait un sursaut d'orgueil. Un sursaut d'orgueil pour que nous soyons à ce moment-là capables de placer au centre de l'Afrique. La seule contribution que le Congo puisse apporter à l'Afrique, ce n'est pas ses minerais. C'est un État puissant, un État fort. Aussi longtemps que le Congo sera un État fragile, un État avec une faible viabilité, l'Afrique et les autres continueront à nous regarder avec dédain et nous serons à la merci des prédateurs. Clochardisation des professeurs d'université, faible rémunération aux enseignants primaires, secondaires, les militaires pas suffisamment motivés pour aller au front, d'où nous revenons encore peut-être à notre question de départ. Ce leadership, il concerne beaucoup plus la classe politique et la classe dirigeante. Les personnels politiques est le tout premier responsable. Voilà pourquoi mon vœu le plus ardent, c'est qu'il y ait moins de hommes politiques et qu'il y ait plus de hommes d'État. L'homme politique, il réfléchit par rapport à sa mandature. Il réfléchit par rapport à la prochaine législature. Il réfléchit par rapport aux émoluments. L'homme d'État réfléchit par rapport aux nouvelles générations. Et pour cela, il faudrait que chacun de nous fasse le bruit. Le bruit quelque part pour dire on ne peut pas continuer comme ça. Pas du tout. C'est une honte pour nous. Ça ne nous encense pas. Ça ne Tout nous le monde élève a envie du changement, mais personne n'est prêt à changer. Justement parce que on attend un changement qui, vous savez, en matière de changement, dans la culture du changement, l'on dit, tout changement qui arrive sans vous finira contre vous. Nous n'avons pas besoin d'un changement si nous-mêmes ne sommes pas devenus apôtres du changement. Que chacun de nous change dans les petites habitudes, que chacun de nous change dans son comportement. Partir de la démocratie à la patriocratie. Partir du tribalisme vers le patriotisme. Partir de la paresse collective vers un esprit d'abnégation collective. Partir de cet esprit qui nous amène à nous regarder nous-mêmes en tant que Congolais avec dédain pour considérer que nous constituons une force. Et cette force ne viendra que lorsque nous aurons un État puissant. Puissant sur le plan militaire, puissant sur le plan diplomatique, puissant sur le plan économique et technologique, puissant sur le plan culturel. En fait, nous avons tout ce qu'il faut pour être puissants. Mais comment ne sommes-nous pas jusqu'à présent puissants? C'est parce que nous espérons que la puissance viendra avec le temps. La puissance n'est pas un accident. La puissance est une idée. La puissance est une pensée. La puissance, c'est un chantier. Chantier dans lequel chacun devrait travailler dans le secteur qui est le sien. Les scientifiques, l'acteur culturel, l'acteur religieux, l'acteur politique doit donner l'exemplarité.
il doit donner l'exemplarité, sinon nous partirons d'un problème à un autre, alors que nous avons pour vocation, nous sommes appelés à être la solution aux problèmes des autres et non pas à être le problème que les autres doivent résoudre. Parce que lorsqu'on parle aussi de la notion de la souveraineté nationale, ce n'est pas simplement le fait de contrôler l'intégrité du territoire, mais c'est aussi la capacité de résoudre par vous-même vos problèmes. Un pays perd sa souveraineté, pas seulement parce qu'une partie de son territoire est contrôlée par un ennemi, mais aussi lorsque ces problèmes sont résolus par les autres, avec ou sans son autorisation. Docteur Silas Mimile Makangou, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. La matière est tellement abondante, j'aurais pu encore... il y a encore des questions parce que vous avez encore beaucoup à nous apprendre, mais vous avez aussi beaucoup à contribuer pour l'élévation justement de la République démocratique du Congo. Nous y comptons, nous voulons cette élévation pour nous-mêmes, surtout d'ailleurs pour nos enfants et les générations futures. Nous espérons que cela viendra. Docteur Mimile, j'ose croire que ce n'est pas la dernière émission. Nous pourrons peut-être rééditer cela, ça dépendra de votre emploi du temps. Nous sommes disposés. Ok, merci beaucoup, docteur. Aussi à vous, très chers téléspectateurs. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour un autre numéro.